Bonjour à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast de français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anne. Et aujourd'hui, nous avons un épisode d'un format un peu spécial. Et oui, tout à fait, puisque c'est un épisode Q&A. Questions and answers. Et oui, il y a quelques semaines, nous vous avons demandé sur les réseaux sociaux de nous poser des questions, tout ce qui vous passait par la tête, de questions sur nos goûts en comédie musicale, etc., nos avis divers et variés. Et donc, aujourd'hui, dans cet épisode Q&A, nous allons vous répondre. Alors, la première question était une question de Emma posée sur Twitter. Emma nous dit donc merci pour ce super podcast. Donc merci Emma de nous remercier. Et elle nous demande, vous pensez quoi de Wicked ? Et entre parenthèses, elle précise, je croise les doigts pour un épisode qui y soit consacré. Alors, que dire de Wicked ? Effectivement, nous devrions un de ces jours faire un épisode sur Wicked. C'est promis. C'est promis, un jour ça arrivera. On ne sait pas quand, s'il faut attendre la sortie du fameux film adapté de la comédie musicale. Mais... qui est un peu une arlésienne depuis quand même quelques temps déjà qu'on en entend parler. Plusieurs années. Mais donc évidemment qu'on parlera un jour en détail de Wicked, mais en tout cas on peut déjà un petit peu en parler. Personnellement, évidemment, j'adore. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est la première comédie musicale que j'ai vue sur scène à Londres, il y a une bonne dizaine d'années. Je me suis rendue à Londres pour voir Wicked avec mon ami Mathieu, que nous allons retrouver un peu plus tard, puisqu'il nous a aussi posé des questions pour ce Q&A. Évidemment, j'aime beaucoup Wicked. Je me souviens, j'y suis allée, je connaissais quasiment rien, j'avais vaguement entendu Defying Gravity, mais voilà. Je me souviens d'avoir été émerveillée par l'entertainment incroyable qui est déployé, les décors, les costumes... les chansons, évidemment, avec des mélodies vraiment très, très marquantes, etc. Je me souviens que j'avais adoré le côté presque teen movie, en fait, au début. Elles arrivent à l'université, comme dans un film de campus réaliste, entre guillemets, sauf que c'est dans un univers enchanté, etc. Mais j'avais beaucoup apprécié ce côté, et elles deviennent colocs et elles s'aiment pas. Enfin, on dirait vraiment un teen movie. J'avais vraiment aimé ce truc, à la fois dans l'enchantement et dans le côté merveilleux et féerique, et à la fois très sur les personnages, leurs relations, et l'intimité, évidemment, qui commence à se former entre ces deux personnages féminins. Évidemment, une œuvre que j'aime beaucoup. Moi aussi, c'est évidemment une pièce que j'adore. C'est une pièce que j'ai vue 2 fois. Je pense que c'est la seule pièce que j'ai vue 2 fois dans la même production. En fait, donc je l'ai vue 2 fois à Londres, à l'Apollo Theatre, là où il joue depuis des années. J'ai vu comme toi une première fois sans trop connaître, et pour le coup une deuxième fois en connaissant tout par cœur, en ayant tout réécouté 1000 fois. Moi aussi j'adore parce que c'est du grand spectacle. Je trouve que c'était rare d'avoir un truc aussi émerveillant. Enfin, c'est vraiment le méga musical comme on appelle ça. Enfin, le truc qui va t'en mettre plein la vue, qui est très dansé par rapport à beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui. Je trouve, il y a quand même beaucoup de numéros d'ensemble. Les costumes sont magnifiques, les chansons sont très très jouissives. Enfin, je pense que c'est vraiment le type de chanson qu'on adore chanter en tant qu'amateur de comédie musicale. Enfin, je pense par exemple en cours de comédie musicale, c'est toujours des best-sellers. Oui, il y a un nombre de tubes assez impressionnant. Voilà, les chansons d'audition typiques, Defying Gravity, tout ça. Moi, j'adore chanter ces chansons, même si je les chante très mal, même quand on sait pas chanter. Mais ouais, c'est vraiment plaisant. Et je pense que ce qui plaît beaucoup aussi, c'est le côté histoire de femmes, histoire en puissançante. Enfin voilà, c'est avant tout, encore une fois, sur une amitié féminine, de femmes qui vont s'entraider au-delà de leurs différences, etc. Encore une fois, Stacey Wolf en a parlé dans ce livre que nous aimons tant. C'était même le titre du livre, puisque c'est Change for Good, donc c'est une référence à une chanson, à la dernière chanson, quasiment dernière, de Wicked. Elle a aussi fait un travail, il me semble, sur les fans tout à fait, Wicked. On pourra vous renvoyer à l'article si jamais ça vous intéresse, mais il y a des articles universitaires sur ce succès de Wicked, en particulier auprès des adolescentes. Tout ça pour dire qu'on adore cette comédie musicale et que promis, on va en parler dans un épisode dédié. Rendez-vous est pris. Alors, Virginie sur Twitter nous demande « Quels sont d'après vous les incontournables de Broadway à absolument ne pas manquer lors d'un premier voyage à New York City ?» Alors, Virginie nous demandait ça à l'époque parce qu'elle allait partir à New York. Bon, depuis le temps, je pense qu'elle y est allée et elle en est revenue, mais on peut quand même répondre pour, de manière générale, nos auditeurs qui seraient intéressés d'aller à Broadway.
C'est une question assez compliquée parce que ça dépend de ce qu'on a déjà vu, de si on a la possibilité d'aller à Londres ou pas, parce qu'il y a aussi de nombreuses comédies musicales qui se jouent dans les deux, donc on peut se dire, si on va à Broadway, autant voir ce une qui n'est comédie que là-bas. musicale qui n'est que là-bas. Il y a bien évidemment les classiques, mais qui encore une fois sont visibles à Londres ou pour certains d'entre eux à Paris, je pense à Chicago, mais donc autrement en termes de classiques, je citerai bien entendu Wicked, dont on vient de parler. Il y a les best-sellers, Book of Mormon, Hamilton, qui sont super, qui sont aussi pour le coup visibles à Londres. Et pour lequel il faut surtout avoir la chance de trouver des tickets. J'encourage tous les visiteurs de New York à jouer aux différentes loteries qui sont organisées en fait soit par théâtre, soit sur certains sites dédiés. Il y a des sites qui sont des loteries de différents spectacles, donc c'est très facile, vous faites sur internet et vous pouvez avoir la chance d'être tiré au sort pour acheter un spectacle tarif réduit, et ça c'est un bon plan plutôt sympa. Après, si on aime, on peut aller voir Phantom of the Opera, donc toujours dans la logique des grands classiques. Mais si la question est ce que moi, j'irai voir si j'allais à New York dans les mois prochains, moi j'aimerais beaucoup voir Frozen, même si il va prochainement arriver en Europe. J'aimerais voir aussi Mean Girls, Dear Evan Hansen, Tootsie, avec Santino Fontana, Greg dans Crazy Ex-Girlfriend. Enfin, premier Greg. Come From Away aussi m'intrigue beaucoup, mais là encore, il est aussi visible à Londres. Donc voilà, moi, mon conseil, ce serait de se concentrer sur les nouveautés qui ne sont visibles qu'à New York, mais encore une fois, ça dépend de ce qu'on a déjà vu et de ce qu'on a l'opportunité d'aller ou non voir à Londres. Ça me semble très pertinent, Fanny. Fanny connaît beaucoup mieux que moi, puisqu'elle est déjà allée à New York, alors que moi, non. Pas encore, mais on ira. Un jour. Ensuite, Terry nous demande sur Facebook, Demi ou Varda ? Alors, cette question a un contexte parce qu'elle a été posée, je crois, le lendemain de l'annonce du décès d'Agnès Varda, donc grande cinéaste française qui est morte à un âge avancé. Je peux pas répondre à la question juste comme ça, mais simplement en tant que fan de comédie musicale, évidemment, Jacques Demy a été beaucoup plus vite et beaucoup plus fort une de mes passions. Évidemment, j'adore Les Demoiselles de Rochefort. On a fait tout un épisode sur Podane auquel vous pouvez vous reporter. Le Parapluie de Cherbourg aussi est un film qui, à chaque fois que je le revois, m'apparaît encore plus beau et encore plus subtil et bouleversant que la fois précédente. Donc vraiment un très beau film. Il a fait aussi d'autres comédies musicales un peu moins connues, comme Le joueur de flûte, The Pied Piper, en 73, donc un film qu'il a tourné en Grande-Bretagne, donc adapté du conte Le joueur de flûte de Hamelin. Il a fait aussi Parking, un film très très peu apprécié, avec Francis Huster dans le rôle de Orphée, mais c'est un Orphée qui se passe de manière contemporaine. Sur un parking ? L'entrée des enfers, en fait, se situe dans un parking. Mais Francis Huster joue Orphée est une star du rock. Enfin, c'est vraiment un film raté, il faut dire ce qui est, avec Michel Legrand à son pire, de vraiment son style le plus mauvais goût, années 80. Enfin, c'est presque un nanar. Mais bon, quand on est fan de Demy, on trouve toujours voir quand même. on trouve toujours des choses intéressantes à ramener, à quoi ça fait écho par rapport au reste de son œuvre, etc. Et un dernier film qui est très beau, c'est 3 places pour le 26. Donc c'est le dernier film tourné par Jacques Demy, avec Yves Montand. Donc Yves Montand déjà relativement vieux à cette époque, puisque c'est dans les années 80, je vais dire une bêtise, je dirais 88, qui est un chanteur célèbre, qui revient à Marseille, qui est sa ville d'origine. Très très beau, je vais pas spoiler l'histoire parce qu'elle est assez complexe, un peu retorse. Mais il y a notamment un numéro super qui s'appelle Ciné qui danse, qui est un peu un espèce d'hommage à la comédie musicale hollywoodienne classique. Donc voilà pour Jacques Demy. Alors Agnès Varda, c'est une très grande cinéaste que je connais moins, même s'il y a des films d'elle que j'adore, et notamment Le Bonheur, Les Glaneurs et la Glaneuse, mais bon, elle a fait quand même moins de choses en termes de comédie musicale, et elle a fait notamment un film, mais que je n'ai pas vu, qui s'appelle L'une chante, l'autre pas, sur des militantes féministes, donc je ne peux pas vraiment en parler. Autre chose en rapport avec la comédie musicale, c'est amusant, elle a fait un film dans les années 60, lorsqu'elle était à Los Angeles avec Jacques Demy, ils ont déménagé à une époque à Los Angeles tous les deux, un film qui s'appelle Lion's Love, dont les acteurs principaux sont en fait les deux auteurs-compositeurs de la comédie musicale Air. Donc complètement improbable, on les voit, si on veut les voir à moitié nus, en ayant des histoires d'amour à trois, etc., l'amour libre les années 60, on peut voir ces films. Mais j'avoue que je connais beaucoup moins effectivement le cinéma d'Agnès Varda, même si j'aurais plaisir à le découvrir.
La réponse est un peu la même de mon côté. Enfin, évidemment, plutôt demi par rapport à ma passion pour la comédie musicale. Je connais moins demi que toi, Anna, mais j'ai évidemment vu Les Demoiselles Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg, Podane. Mais il me reste des films de Jacques Demy à découvrir, que j'ai hâte de les découvrir. Et quant au cinéma d'Agnès Varda, je le connais vraiment très peu. À part Cléo de 5 à 7, je pense que je n'en ai pas encore vu d'autres, mais je vais bientôt tâcher de rattraper mon inculture. Et donc voilà, plutôt demi également. Ah oui, j'ai oublié aussi de mentionner Une chambre en ville de Jacques Demy, très grand film, entièrement chanté, un peu à la manière des Parapluies de Cherbourg, mais quand même un peu différent. Enfin, j'aime énormément ce film aussi. Question suivante. Clark Kent, je ne sais pas si c'est son vrai nom, ou peut-être un pseudo, sur Facebook nous demande « Est-ce que le ressenti change pour vous entre les langues anglaises et françaises au spectacle ?» Question très intéressante. Alors pour moi, c'est sans appel, oui, absolument. D'abord parce que la langue française est beaucoup moins musicale. Enfin, je pense que l'absence d'accent tonique fait que le français se prête moins naturellement à la chanson et surtout, en fait, on va dire à cette histoire de transition entre la parole parlée et chantée. Et surtout parce que souvent je trouve les traductions insuffisantes, enfin pas forcément très heureuses. Après il y a le cas aussi des comédies musicales écrites originellement en français. Enfin, je pense que la question l'a porté plus sur la question de la traduction. J'ai rarement été pleinement satisfaite par une traduction d'une œuvre, surtout une œuvre connue en fait, une œuvre américaine connue traduite en français, c'est toujours un peu compliqué. D'ailleurs, il y a souvent des passages qui ne sont pas traduits, je pense par exemple aux adaptations de Mogador. Certains morceaux iconiques, pour Grease, c'était le choix cas pour avait été Grease, fait de conserver l'anglais, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas traduire. Ça dépendait des chansons, mais oui, il y avait beaucoup, enfin pour les chansons les plus connues notamment... ça restait en anglais. C'est toujours un équilibre à trouver, je pense, pour les traducteurs. Donc, c'est vraiment très complexe. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Surtout quand on connaît l'œuvre originale, c'est difficile de pas se dire c'est moyen quand même, cette traduction. Je pense que c'est le lot de toute traduction, en fait, de toute façon. Donc, moi, je trouve ça bien que des œuvres puissent être traduites. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir de théâtre en anglais, qui préfèrent entendre dans leur langue à eux. Donc si le Mogador fait traduction, je me souviens quand j'ai vu Mamma Mia, évidemment ça me faisait très étrange d'entendre toutes les chansons d'Abba, mais chantées, genre traduites. Enfin, c'est vrai que c'est très bizarre en fait. Surtout que les chansons d'Abba, c'est des chansons qui sont connues par ailleurs, autrement que... Enfin, qui sont pas des chansons de comédie musicale, donc c'est d'autant plus étrange. Mais moi, j'ai rien contre sur le principe, mais c'est vrai que bon, peut-être qu'on est en plus d'autant plus sévère quand c'est sa langue natale, et même quand il s'agit pas de traduction, quand c'est des œuvres créées en français, on peut aussi avoir des petites interrogations sur certaines rimes, certains trucs un peu étranges. Je pense qu'aussi, on est plus sévère quand c'est une langue qu'on connaît parfaitement bien que l'anglais, même si évidemment on parle bien anglais, en tout cas toi et moi, mais enfin, j'ai tendance à me dire qu'on est plus tolérant avec... une langue autre que la nôtre. Oui, parce que c'est toujours le problème de l'incongruité du passage au chant. Oui. Ça peut tout de suite apparaître plus ridicule quand c'est en français, parce qu'on se rend compte qu'on chante des choses extrêmement triviales. Enfin, c'est le fameux cas de Jacques Demy. Enfin, oui. Petit clin d'œil à Nicolas Truffinet, qui était notre invité sur l'épisode Hamilton et qui se moque régulièrement de moi en imitant le mécanicien du tout début des Parapluies de Cherbourg qui dit « Passe-moi la clé à molette » en chantant. Et c'est vraiment très étrange en fait d'entendre ça. Et c'est le tout début du film et là on fait « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais après, on rentre dedans. Mais bien sûr qu'il y a forcément un truc étrange. Et comment faire cette transition, c'est tout l'art de la comédie musicale, de toute façon. Après, ceci dit, sur la trivialité des choses chantées, de ce sur quoi on chante, moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est le début de Rent, lorsqu'il chante, genre, je sais plus sur quelle heure, mais on va pas payer le loyer. C'est quand même hyper bizarre. Voilà, c'est un des rares fois où l'incongruité m'a sauté aux oreilles, en mode c'est quand même hyper trivial de quoi on parle. Donc quoi, c'est pas lié à la langue. On est parti loin, mais je pense qu'on a un peu répondu. Donnez-nous votre avis sur cette question, d'ailleurs c'est très intéressant, je trouve. Question suivante sur Facebook. Mathieu nous demande de façon extrêmement perfide si vous deviez établir un top 5 suivi de 3 emojis de diable, puisqu'effectivement ça va être très très dur pour nous de départager un top 5. En plus on a triché,
Du coup, on a décidé qu'on ferait d'une part un top 5 pièces, donc œuvres sur scène, et d'autre part un top 5 films, parce qu'on est comme ça. Sinon, c'est impossible, hein. Je veux dire, non. Mathieu, on espère que tu accepteras cette entorse à ta question. C'est quand même tellement pas la même chose. Non, c'était légitime. Alors, qui commence ? Bah vas-y Anna, commence avec ton top 5 des pièces. D'accord, ok. Pour le top 5 des pièces, donc bon, c'est évidemment un top 5 toujours très difficile à établir. J'ai suivi mon cœur. C'est beau. Bon, je sais pas si c'est en 1, on va dire qu'il n'y a pas vraiment d'ordre, mais en premier, je citerai Hamilton. Donc on en a parlé en long et en large, donc je vais pas réexpliquer pourquoi je trouve que c'est une grande œuvre, et même une des plus grandes œuvres du XXIe siècle. Et ensuite, du coup, dans la même logique que Hamilton, j'avais envie de marquer le coup pour Les Misérables, même si je sais que c'est une œuvre qui a plein de défauts, etc., mais quand même qui garde une importance énorme pour moi, que j'ai écouté absolument en boucle quand je l'ai découvert. Donc c'était vers les débuts, on va dire, quand je me suis intéressée à la comédie musicale scénique. Parce que comme toi, Fanny, j'étais d'abord fan plutôt de comédie musicale cinématographique avant de m'intéresser à la scène. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la scène, Les Misérables a été un des premiers trucs qui m'a vraiment chopé émotionnellement, le côté grandiose, presque grandiloquent de cette œuvre, mais qui par certains aspects est assez bouleversante et qui a quand même malgré tout des mélodies mémorables. Et un peu dans le même ordre d'idées, il y a Rent, donc j'en ai un petit peu parlé lorsque on a fait le hors-série bilan en 2018, de ma passion pour Rent, qui a été aussi également, comme Les Misérables, une œuvre que, à une certaine période de ma vie, j'ai écouté en boucle, enfin j'ai écouté que ça. Et là aussi, parce que c'est une œuvre, alors qui a le point commun avec Hamilton et Les Misérables d'être ce que Fanny n'aime pas trop, c'est-à-dire des comédies musicales sung through, donc entièrement chantées. Et qui a aussi le point commun d'être des grandes œuvres sur des grandes thématiques qui atteignent un certain sublime au risque d'être un petit peu ridicule sur certains aspects, quand on vient de parler donc du début We're not gonna pay this year's rent. Mais voilà, une œuvre qui a été très très importante pour moi, donc j'avais quand même envie de la mentionner, même si je reconnais des défauts. Et si vous êtes intéressé, si vous n'aimez pas Rent, parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui n'aiment pas Rent, vous pouvez regarder l'excellente vidéo de Lindsay Ellis, qui est donc une vidéaste qui fait des vidéos sur YouTube passionnantes et qui explique pourquoi elle déteste Rent. Même quand on adore, c'est assez intéressant. On vous mettra le lien dans la description. Ensuite, j'avais mis My Fair Lady. J'ai hésité à le mettre dans les films parce que je l'ai découvert originellement par le film donc, de George Cukor de 64, qui est selon moi un très très grand film, sublime, cinématographiquement parlant, les costumes et les décors, etc. Mais je l'ai aussi vu sur scène au Châtelet, et c'est une œuvre que j'avais trouvée aussi incroyablement bluffante. Les musiques sont incroyables, ce que ça raconte, une espèce de finesse d'analyse sur les classes sociales, le pouvoir du langage, l'évolution des relations entre les personnages, l'émancipation malgré tout de ce personnage féminin, malgré tout ce qu'on peut dire sur le côté extrêmement misogyne évidemment du personnage masculin. Mais je ne dirai pas plus puisque nous allons bientôt enregistrer un épisode sur My Fair Lady, donc dans lequel je pourrai développer toutes ces idées. Et enfin, en dernier, je savais pas exactement quoi dire, mais je me suis dit que quand même ça serait dommage de ne pas citer Stephen Sondheim, donc grand compositeur et parolier de Broadway. Et donc j'ai choisi de mentionner Compagnie, donc dont on a vu la dernière version avec Fanny et d'autres en novembre dernier à Londres. Donc vous pouvez aussi vous reporter à notre épisode bilan 2018. Ce présent épisode est plein de notes de bas de page, de renvois vers les autres épisodes. Exactement, mais c'est comme ça que ça marche. Puis c'est pour faire plus d'écoute de notre podcast que je fais ça, totalement. Évidemment. C'est complètement opportuniste. Clickbait. C'est ça, donc Compagnie, une œuvre absolument remarquable, de finesse psychologique sur les personnages, les relations entre eux, et avec des chansons absolument exceptionnelles, notamment le final qui me bouleverse systématiquement, la chanson Being Alive. Donc voilà, en gros mon top 5 des pièces. À toi Fanny. Alors pour moi, là encore c'est compliqué de mettre des ordres, mais bon, mettons que dans les toutes premières places, je mettrais Fun Home, comédie musicale, donc adaptée du roman graphique d'Alison Bechdel, sur des sujets peu habituellement traités par la comédie musicale, comme le suicide, l'homosexualité, les relations parfois compliquées au sein d'une famille, et les relations aux parents. Une œuvre très intimiste qui met au centre de l'histoire une héroïne lesbienne, donc une
une œuvre marquante à de nombreux points de vue, qui a obtenu le Tony Award en 2015 et dont j'aurai le plaisir de vous reparler lors d'un prochain épisode de All That Jazz, donc je n'en dis pas plus pour le moment. Ensuite, dans ce top, je placerai vraisemblablement en deuxième position Sunset Boulevard, comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber créée en 1993 et adaptée du film du même nom de Billy Wilder de 1950. Comédie musicale d'ailleurs qui, on l'a appris récemment, va être adaptée en film apparemment. Le fameux schéma du film qui devient comédie musicale sur scène, qui elle-même devient film musical. Avec Glenn Close, donc qui reprend le rôle qu'elle a joué maintes fois aussi sur scène. Voilà, rôle pour lequel elle avait gagné un Tony, donc dans les années 90, et qu'elle avait repris en 2016 lors d'un limited run à Londres, avant de le reprendre pour une année entière à peu près à Broadway. Et donc ce fameux épisode où j'ai été à Londres exprès pour voir Glenn Close et que Glenn Close n'était pas là et que, bon, pour le meilleur, Rhea Jones l'a remplacé, que j'ai découvert cette interprète magnifique. Mais bon, je vous cache pas que j'avais une grosse déception initiale que la star ne soit pas là, évidemment, et que, comme dans toutes les bonnes comédies musicales, ce soit la doublure qui prenne sa place. Alors Sunset Boulevard, c'est une comédie musicale que j'aime beaucoup, avant tout pour son ambiance, parce que comme dans le film, on est plongé dans la mystique du Hollywood, des studios. Pour rappeler rapidement l'histoire, c'est une histoire qui se passe en 1950, mais qui se concentre sur une star des années 20, je pense, une star du muet, qui est alors déchue, puisqu'elle ne trouve plus sa place dans cette nouvelle configuration, si on peut dire, de l'industrie du cinéma. Personnage de diva, magnifique. Là encore, c'est des chansons que j'ai souvent chantées. Les grandes chansons tragiques de Sunset Boulevard, ça a été un peu ma personnalité. C'est vrai, tout à fait. Ma spécialité. J'ai des souvenirs. Quand je l'ai vu à Londres, la mise en scène était très chouette. C'était une mise en scène relativement dépouillée. Pas une version concert, mais il y avait quand même un peu de l'idée. Je pense que c'est ce qu'on appelle le semi-stage. Enfin, je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais bon, c'est plus ou moins un décor assez simple. Cette production m'avait beaucoup plu, notamment parce que je trouvais qu'il y avait eu un usage beaucoup plus intéressant et moins tarte de l'utilisation d'écran et de projection. Si on se réfère il y a très longtemps, lors d'un épisode sur Chantons sous la pluie, j'avais peu apprécié l'emploi d'écran, de projection dans ce cadre-là, et pourtant je me rappelle bien que pour Sunset Boulevard, ça ne m'avait pas choqué. Bon, bref. Une œuvre que j'aime beaucoup, même si on peut le dire, c'est quand même beaucoup de la soupe, et beaucoup recyclé du Fantôme de l'Opéra. Enfin, en termes de mélodie, parfois on réentend des trucs qu'il a remis ailleurs, ou je sais pas si c'est qu'il les a recyclés a posteriori, ou que ça a inspiré, mais il y a quand même de grosses similitudes avec d'autres œuvres d'Andrew Lloyd Webber, mais bon, après, tout le monde se plagie un peu sur soi-même. On ne l'en voudra pas. Voilà. Pour mon troisième, je mettrai Wicked, dont j'ai déjà parlé, donc je reviendrai pas sur ce point plus longuement. En quatrième, je placerai Book of Mormon. Bon, là j'avoue que 50% du plaisir que j'ai tiré à Book of Mormon était lié au fait que j'avais gagné la loterie pour avoir des tickets quand je l'ai vu à Londres. En plus, la vraie loterie, vous savez, pas la loterie sur Internet, pour le coup, dont je parlais tout à l'heure. Une vraie loterie avec des boules et les acteurs qui font tourner les boules devant le théâtre. Et voilà, mon nom était ressorti. Donc, joie sublime, danse de la joie. et bisque-bisquerage à tous les autres qui n'avaient pas de tickets. Je suis une bonne personne. Donc, outre cette joie intense du fait d'avoir gagné, qui est quand même quelque chose de très important dans la vie, c'est une œuvre hyper drôle. Enfin, voilà, on n'a pas eu encore trop l'occasion d'en parler, mais Book of Mormon, c'est fait par les créateurs de South Park, et le pitch, c'est des Mormons envoyés en Ouganda pour évangéliser leur œuvre de mission, évangéliser les populations ougandaises. Et donc, ça tourne en dérision... tout et tout le monde, si on peut dire. Clairement. Bon, voilà, on vous encourage à aller voir quelques vidéos sur... ça vaut vraiment le coup. Sur YouTube. C'est très politiquement incorrect, mais c'est terriblement drôle. Voilà. Et enfin, en cinquième, je mettrai Sweeney Todd, la production qui avait... Enfin, le musical en général, mais moi j'ai été particulièrement marquée par la production qui avait été montée au Châtelet.
Je me souviens que c'était Caroline O'Connor, donc une interprète australienne qui jouait Mrs. Lovett. Je me rappelle plus de qui était Sweeney Todd, j'avoue. Mais j'ai été particulièrement marquée par le décor et surtout à un moment lorsqu'il commence à faire les fameuses pailles, enfin les fameuses tourtes à la chair humaine. Il y avait du sang qui coulait sur scène. Enfin, non, c'était vraiment magnifique. Enfin, j'ai rarement des souvenirs, on va dire, aussi saisissants de trucs sur scène. La plupart des productions du Châtelet, il faut le dire, maintenant qu'on ne l'a plus, on s'en rend compte, étaient merveilleuses en termes de... Magnifique. Mais là, c'était vraiment quelque chose. Donc voilà, il entre comme ça dans mon top 5. Après, bon, la musique est super, hein, c'est Sondheim. Moi, je suis pas une fan absolue de Sondheim. Enfin, j'aime beaucoup, évidemment, parce qu'il y a des œuvres que j'adore, mais c'est pas spécialement un de mes favoris. Mais pour le coup, là, c'était une production magnifique. Donc voilà, Sweeney Todd pour mon 5e. À présent, passons à notre top 5 des films. Et là, je sais que j'ai l'impression encore plus pour les films que pour les pièces de théâtre. Le cœur d'Anna a beaucoup saigné à devoir départager les œuvres. C'était extrêmement violent. J'ai même envisagé à un moment de ne pas mettre Chantons sous la pluie en me disant que c'était tellement un chef-d'œuvre absolu que c'était hors catégorie. Mais Fanny m'a remise dans le droit chemin. Donc évidemment... Le typique du cinéphile qui négocie son top parce qu'il n'ose pas trop classer, mais qu'en même temps il adore classer, donc paradoxe. Donc finalement, bon, j'ai évidemment mis Chantons sous la pluie. Là, j'ai pas besoin vraiment de développer pourquoi Chantons sous la pluie est un chef-d'œuvre absolu et le plus grand film de l'histoire du cinéma. Voilà, point. On en a parlé, vous pouvez vous référer à nouveau à l'épisode dans lequel nous évoquons cette œuvre. Ensuite, j'ai mis un autre film des mêmes, c'est-à-dire de Gene Kelly et Stanley Donen, et des mêmes scénaristes aussi, Betty Comden et Adolph Green, qui est évidemment Un jour à New York, On the Town en version originale, qui est, outre Chantons sous la pluie, qui est donc hors catégorie, la meilleure comédie musicale du monde. J'adore Un jour à New York. C'est un film vraiment de pure joie. Enfin, il y a quelque chose, une espèce d'énergie du début à la fin. Enfin, ça s'arrête jamais, c'est drôle, c'est enlevé. Je sais même pas comment décrire à quel point j'aime ce film. C'est donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas On the Town, allez voir ce film. Quelle chance, si vous ne l'avez pas encore vu. C'est vrai. L'histoire donc de 3 marins interprétés par Gene Kelly, Frank Sinatra et Jules Munchin qui débarquent à New York pour 24 heures de... Comment on appelle ça ? De permission. De permission, merci. Donc ils veulent absolument faire tout, quoi. Ils arrivent à New York, ils sont là, allez... Bon, il y en a un qui veut surtout trouver une meuf, il y en a un qui veut surtout faire du tourisme. Donc il y a des petits conflits autour de ça, mais voilà. Évidemment, ils sont 3, ils rencontrent 3 meufs parce que la vie est belle. Les 3 meufs sont exceptionnelles aussi, donc Betty Garrett, Anne Miller et Vera Ellen. Et ils se perdent, ils se retrouvent. C'est très léger, évidemment, mais je trouve que ça fonctionne incroyablement bien. Il y a une certaine forme de modernité, je trouve. Ce truc où il y a des filles qui habitent en coloc. Il y a un truc qu'on se croirait pas dans les années 40, quoi. Et il y a Betty Garrett, donc, qui est un personnage de Nana super dynamique et qui fait du gringue à Sinatra, qui est là. Oula, qu'est-ce qui se passe? Sinatra, dans cette période, il est trop mignon. Donc vraiment, film que j'adore. Je me souviens, en fait, de la première fois que je l'ai vu, donc c'était, à mon avis, j'avais 15 ou 16 ans, parce que c'était vers les débuts de ma passion pour la comédie musicale, qui a commencé donc quand j'ai revu Chantons sous la pluie, vers 15 ans. Je me souviens très bien de la première fois que je l'ai vu, j'ai halluciné. Et je me souviens notamment que la fin, en fait, a un truc... très mélancolique. À la fin, ils se retrouvent tous, bon, je spoil un peu, mais vous vous en doutez, les 3 couples se reforment, ils se font des bisous, ils sont contents. Et là, il est déjà 6h du mat, et les marins doivent remonter dans leur bateau. Ils disent au revoir aux 3 meufs, et bon, les chances qu'ils les revoient un jour sont très très faibles. C'est vraiment comme si le film était une espèce d'échappée hors du temps. Oui, de parenthèse. De parenthèse merveilleuse, qui est finie, et ils doivent repartir sur leur bateau, faire leur putain de service militaire, enfin voilà. Je me souviens que j'avais été très frappée par cette fin. Bah, c'est d'autant plus cruel, en plus qu'à la fin, on a 3 autres marins qui ressortent sur la même musique, la même séquence en fait qu'on a vue au tout début du film, et rejouée par 3 autres marins. Donc évidemment on les déteste puisque c'est pas nos héros, tandis que nos fameux 3 sont en train de dire au revoir à c'est comme s'il y avait une espèce de cycle infini, et là c'était juste une des parties du cycle. Un groupe qu'on a suivi, et voilà. Ouais. Moi je m'en permets d'en parler aussi parce que du coup il figure aussi dans mon top, aussi comme Chantons sous la pluie, donc on reviendra pas dessus, mais je suis totalement d'accord sur le côté
de pure joie de ce film. C'est un film devant lequel on s'ennuie vraiment pas. Enfin, moi, personnellement, c'est un des films que je conseille aux personnes qui connaissent pas ou n'ont pas vu de comédie musicale de ces années-là. Parce que vraiment, il n'y a aucune chance de s'ennuyer devant. C'est sans doute en grande partie lié à ce fameux temps resserré de 24 heures. On a même à des moments réguliers une sorte de compte à rebours en fait, qui figure à l'écran. Donc on a une tension vraiment palpable pendant tout le film. Et il y a quasiment que des numéros musicaux très remarquables. Je pense au solo d'Ann Miller, Prehistoric Man, un grand numéro de claquettes. Encore une fois, c'est très rare d'avoir des numéros de claquettes d'artistes féminines, solistes. Ann Miller, c'est avec Eleanor Powell, une des deux grandes figures, on va dire, des claquettistes femmes au cinéma. Et là, vraiment, on a un boulevard donné à son talent, donc c'est assez remarquable. Il y a plusieurs chansons de courtship, mais humoristiques. Je pense aux 2 chansons de Betty Garrett, celle dont tu parlais, Come Out to My Place, mais aussi You're Awful, dont tu avais parlé dans un autre épisode, je crois. Je l'avais déjà mentionné. Qui est une chanson chantée par Sinatra à Betty Garrett, pour le coup, et qui est d'antiphrase. Oui, on en parlait lorsqu'on parlait de Hairspray. Oui, parce qu'il y avait un numéro qui ressemblait. Encore une fois, référence à un épisode précédent. Et donc, Anna, continue ton top 5. Alors, je vais continuer. Bon, là, je vais être très basique et mentionner West Side Story. Un peu comme pour My Fair Lady, j'ai hésité entre la pièce et le film, mais quand même, au final, je pense que le film est supérieur à même toutes les versions que j'ai vues sur scène. Il est éblouissant en termes de mise en scène, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que les mouvements de caméra qui accompagnent la danse, tout est magnifiquement réglé. Les couleurs sont incroyables. Là encore, vous pouvez vous reporter. Ça va être le gimmick de l'épisode. Vous pouvez vous reporter à notre table ronde, longue table ronde passionnante que nous avons fait sur West Side Story. Voilà, pour moi, c'est vraiment un très très grand film. Ensuite, je vais reparler de Jacques Demy, puisque, j'ai hésité, mais j'ai quand même envie de mentionner Les Demoiselles de Rochefort, qui est là aussi un film aussi de pure joie, d'espèce d'élan, d'énergie, même s'il y a une plus forte mélancolie. Le cinéma de Jacques Demy a beaucoup de mélancolie de manière générale. Les Demoiselles de Rochefort peut-être sont moins mélancoliques quand même. C'est quand même un film sur l'harmonie, le fait que finalement on finit toujours par se retrouver, même si on a des tristesses et des chagrins et des séparations. En fait, au final, on se retrouve et tout devient beau et harmonieux. C'est un film vraiment magnifique, là aussi en termes de mise en scène, en termes de couleurs. Comment ils ont redécoré Rochefort pour en faire cette espèce de monde de couleurs et de chants et de musique. Les mélodies de Legrand, le côté vraiment hommage à la comédie musicale classique que Demy voulait mettre en avant. Voilà, pour moi, c'est un film vraiment parfait, quoi. Voilà. Et ensuite, j'avais envie de mentionner, là, pour le coup, clairement, c'est un film qui est inférieur à tous les autres films que je viens de mentionner, mais qui a été très important pour moi. C'est Les Chansons d'amour de Christophe Honoré. Donc un film qui date de 2006, je crois. Un film beaucoup plus intimiste, pas ou très peu dansé. C'est surtout des mélodies, donc les fameuses mélodies d'Alex Baupin, qui est le compositeur attitré de Christophe Honoré. C'est une comédie musicale très fine, donc sur le deuil, sur l'amour, sur quelque chose de très subtil dans les relations entre les personnages. Et dans leurs émotions, très à fleur de peau. Je me souviens que c'est un film qui m'avait marqué vraiment quand je l'avais vu à la sortie. Je m'étais dit, on peut faire ça aussi, on peut faire de la comédie musicale au sein d'un cinéma français plus simple, plus dépouillé. On peut quand même faire des œuvres où la musique prend une importance énorme, où ça bouleverse tellement c'est beau. Voilà, je me souviens que j'avais été très très frappée par ce film. Je n'ai pas revu depuis longtemps, mais qui garde vraiment pour moi une place très importante et dont j'apprécie énormément la bande originale que j'écoute assez régulièrement. À toi, Fanny. Moi, dans mon top 5, il y a Chantons sous la pluie en automne, on n'en a pas dessus. Mais par provocation en première place, bon après c'est compliqué là vraiment de classer ces 5-là, mais en première place, en tout cas sur ma feuille, j'avais noté Easter Parade. Parce que Judy Garland, j'ai mis avec un petit cœur sur ma feuille. Là, je place que, effectivement, j'ai un mini regret de ne pas avoir cité de film avec Judy Garland. C'est vrai. Pardon, Judy. Easter Parade, parce que c'est un film vraiment plaisant, donc sans doute pas en termes de, on va dire, d'importance dans l'histoire du cinéma ou à la hauteur de Chantons sous la pluie, mais malgré tout, c'est pour
plein d'aspects un film assez parfait en termes de ce qu'on attend d'une bonne comédie musicale. C'est donc le seul film de Judy Garland et de Fred Astaire, enfin qui réunit Judy Garland et Fred Astaire. Un couple d'ailleurs qui a beaucoup plu aux Américains. Il était prévu qu'ils fassent d'autres films ensemble, notamment The Barclays of Broadway, qui finalement sera le retour du couple Fred Astaire-Ginger Rogers. C'est un film qui a la particularité d'être construit autour des chansons d'Irving Berlin, donc grand compositeur américain qui fait partie de ceux qui ont écrit le fameux Grand American Songbook, c'est-à-dire les classiques, on va dire, de la chanson populaire américaine. Et c'est une œuvre qui est censée se dérouler au début du siècle, donc à ce côté nostalgique du New York, un peu de la belle époque, assez sympathique, et qui est une histoire aussi d'émancipation, puisque le personnage, donc pour faire simple, le personnage de Fred Astaire a été abandonné par sa partenaire, incarnée par Ann Miller, qui va poursuivre une carrière solo, parce que c'est des danseurs, ils sont tous des rôles de danseurs, et il va donc tâcher, totalement à la manière de... Higgins dans My Fair Lady, il va dire que il pourrait danser avec n'importe qui. Et ce n'importe qui sera Judy Garland, qu'il essaye d'abord de modeler à la façon d'Ann Miller, mais évidemment la danse de salon n'est pas un style qui parvient à Judy Garland, c'est donc dans un autre style qu'elle parviendra à s'émanciper et à connaître le succès avec son nouveau partenaire. Donc voilà, un film très drôle aussi, et dans lequel chacun des acteurs sont absolument merveilleux, donc que je vous encourage à voir. Également dans mon top, je souhaitais placer La Belle de Moscou. Donc là encore, nous avons consacré un épisode du podcast. On parle que de nos films préférés. Bah oui, hein. Forcément. C'est fait pour ça un podcast. Donc La Belle de Moscou, je reviens pas dessus, mes films emblématiques de ce qui pour moi fait l'entertainment, c'est l'histoire de conversion à l'esprit d'entertainment de la comédie musicale, ça me semble capital. Et bon voilà, encore une fois, un duo qui fonctionne à merveille, Fred Astaire et Sid Charisse, ça promet évidemment de nombreuses séquences dansées, particulièrement merveilleuses. Et enfin, dans ce top, je souhaitais mettre A Star is Born, je précise la version avec Judy Garland, le film de 54, parce que film merveilleux, parce que film évidemment très différent des autres que j'ai précédemment cités, un mélodrame musical plus que comédie musicale, qui me plaît énormément grâce à Judy Garland, à cause aussi de James Mason, que j'ai vu dans peu de films, quand j'y pense. J'ai vu dans Lolita, bien évidemment, dans Madame Bovary, mais que j'aimerais mieux connaître. Mais bref, un super film, et un film sur le cinéma, je pense que c'est aussi qui m'a beaucoup plu dans ce film-là, c'est que c'est aussi un de ces nombreux films sur Hollywood, de ce fameux regard rétrospectif qu'Hollywood commence à porter sur lui-même à la moitié des années 50. Voilà. C'est A Star is Born qui, sur une note plus mélodramatique, clôturera mon top 5. Un top 5 très cinéma hollywoodien classique, on peut le dire. Qui est totalement assumé comme tel. Maintenant, Mathieu nous a demandé, évidemment, puisqu'il nous avait demandé nos tops, il n'a pas manqué de rajouter par la suite, quel est selon vous votre flop 5 ? Alors là, on aura du mal à en dire 5, malgré tout. Mais on peut peut-être citer les pièces qui nous ont pas plus que ça enthousiasmés, par exemple. J'en sais rien parce que c'est quand même difficile de... Autant au cinéma, on va voir plein de trucs, donc des fois on tombe sur des horreurs, mais au théâtre, il y a, une espèce de filtre avant. On n'est pas encore invité aux premières, du coup, on paye nos places, donc évidemment, on va pas voir n'importe quoi. Donc j'avoue que j'aurais du mal à citer des pièces que j'ai vues, que j'ai vraiment pas aimées, quoi. Moi, j'en ai pas que j'ai pas aimé au point de regretter d'y avoir été. Après, je me suis dit, pourquoi quoi. Après, personnellement, on l'a déjà dit, les Sung Through, je suis pas totalement fan. Phantom of Opera, je vois que c'est très beau, c'est pas la question, que ça peut plaire. Moi, c'est pas trop mon truc, donc voilà, j'ai moyennement aimé. J'avais dit que Hamilton, c'est pas que j'ai pas aimé, mais que ça m'est passé un peu au-dessus, c'était pas vraiment mon truc. Après, dans les pièces que j'étais voir, où je me suis dit, effectivement, j'aurais peut-être pu aller voir autre chose, il y a quand même 2 pièces que j'ai vues à New York. Les 2 un peu pour le même motif, qui était de faire bisquer mon ami Walid. Walid, si tu nous écoutes, Walid, que nous avions invité lors d'un de nos tout premiers épisodes. Du tout premier. Le fameux épisode consacré à Crazy Ex-Girlfriend.
Eh bien, pour rendre jaloux Walid, j'avais été voir, par exemple, Gentleman's Guide to Love and Murder. C'est une sorte de comédie musicale type théâtre de boulevard, en fait, avec beaucoup de portes qui claquent, on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, le numéro qu'ils avaient présenté au Tony Award, sans doute le meilleur numéro de la pièce, c'était un numéro à base de portes qui claquent. De toute façon, j'aime pas trop l'univers du vaudeville au sens français. Au théâtre, et là, ni musicalement, ni au niveau de l'intrigue, ça me plaisait trop, donc j'ai pas trop accroché. Et autre chose que j'ai vu, juste pour le plaisir de me vanter, c'était Warpaint, c'est une comédie musicale qui était jouée il y a 2 ans, je crois, à Broadway, qui était une comédie musicale donc, qui racontait l'histoire de la guerre entre Helena Rubinstein et Elisabeth Arden, les deux étant respectivement incarnées par 2 légendes de la comédie musicale, Patti LuPone et Christine Ebersole. Donc vraiment typique d'une œuvre écrite pour ces 2 stars. En plus, entre-temps, je me suis rendu compte que Patti LuPone ressemblait vraiment comme 2 gouttes d'eau à Helena Rubinstein, où c'était vraiment, on va dire, bien choisi. Mais au-delà de ça, la musique est pas désagréable, hein, mais l'histoire n'a vraiment aucun intérêt. Donc ma grande question est pourquoi? Ah, je sais, moi je me souviens d'une pièce que j'avais vraiment pas aimée. C'était, j'en ai parlé là encore dans l'épisode bilan 2018, c'est How to Succeed in Business Without Really Trying. J'ai vu une production amateur qui était très bien en termes de comédiens, de décors, c'était super. Mais juste, j'ai un peu comme ce que tu viens de dire, j'ai pas compris l'intérêt de l'œuvre. Personnage, un protagoniste hyper désagréable qu'on n'a pas du tout envie de voir réussir, alors que le titre de l'œuvre c'est qui doit réussir. Aucun obstacle, enfin vraiment une narration, un truc interminable. Enfin, franchement, j'ai pas compris. Alors que c'est le même auteur que Guys and Dolls. Je sais pas, Guys and Dolls est la meilleure narration du monde, mais c'est quand même mieux écrit, quoi. Une histoire, un minimum. Donc j'avais été un peu rendu perplexe par cette œuvre. Donc ça, c'était pour les pièces. Et pour les films, on va se faire plaisir, puisque on aime critiquer les films. Hein. On aime beaucoup. On aime dire du mal. Et ben, il en a quand même quelques-uns qu'on a trouvé particulièrement mauvais. Bon, il y en a un, vous le savez. Reviendra-t-on sur The Greatest Showman? Est-ce qu'on a vraiment besoin de dire pourquoi c'est vraiment pas un bon film? On l'a déjà dit, de toute façon. Autre grosse déception, en tout cas je sais particulièrement pour toi, parce que tu en attendais beaucoup, c'est Les Misérables. Les Misérables de Tom Hooper, ou Hooper, je sais plus. Ce n'est pas grave, tant pis pour lui. Donc adaptation de 2012, pour moi, est vraiment complètement ratée, quoi. Je me souviens, je l'ai vu en avant-première, j'étais toute excitée, c'était au Gaumont Opéra, je crois. Complètement surexcitée, en plus c'était en présence de Anna Thaoué et de Boublil et Schoenberg, qui sont respectivement le compositeur et le parolier des Misérables. Donc j'étais vraiment à fond. Et là, le film se lance et je vois déjà que c'est d'une laideur, mais qui dépasse l'entendement. Enfin, vraiment, c'est moche. Tous les choix de mise en scène que fait le réalisateur sont pour moi mauvais. C'est-à-dire ce côté gros plan hyper bizarre, avec des angles chelous sur les visages. Enfin, il rend tout laid, en fait. Les décors sont... J'y crois pas du tout. Une espèce de mise en scène de la misère qui est en plus de très mauvais goût. Mais en plus, on n'y croit pas, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'impression... Moi, j'avais l'impression d'être en studio tout le temps, quoi. Vraiment, on n'a pas du tout l'impression d'être à Paris, 19e siècle, d'être au milieu des révolutionnaires. Enfin, c'est vraiment, je trouve, un film complètement raté. D'autant que les très gros plans ne laissent pas du tout voir la plupart des décors. Tout à fait. Moi, ça m'a beaucoup perturbée de se dire qu'il y avait quand même dû avoir des décors assez imposants pour un film comme ça. Ouais, et finalement, tu les vois très peu. T'as quoi? T'as une espèce de scène de foule à la fin où la moitié doit être fait numériquement. Ouais, sans doute. Et parce que ça fait très faux, effectivement. Claustrophobique, horrible. Ouais. Les choix de mise en scène sont pas top. Et puis, les comédiens, bon, il y en a plusieurs qui sont très bons, mais je pense qu'ils pourraient être mieux, quoi. Même Hugh Jackman... même s'il a fait The Greatest Showman, quand même, j'apprécie plutôt Hugh Jackman. Là, je trouve que ça lui va pas très très bien, en fait, le rôle de Valjean. Limite, il aurait été plus intéressant en Javert, en réfléchissant. Russell Crowe, acteur que j'adore, mais dans le rôle de Javert, juste, il a pas les capacités vocales pour jouer ce rôle. Il est chanteur, mais il est chanteur de blues et de folk. Enfin, il a pas du tout la voix de comédie musicale pour chanter ça. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Cette espèce de fausse authenticité de faire chanter les comédiens en direct. Oui, cette fameuse prise de son direct des numéros. Donc, la plupart du temps, en comédie musicale, les numéros sont enregistrés avant en studio et ensuite les comédiens font du playback sur le tournage. Là, ce n'est pas le cas. Il a voulu enregistrer le chant sur le tournage.
C'est un peu dans le même esprit que ces espèces de gros plans ignobles, c'est une espèce de fausse intimité, authenticité, proximité avec le personnage et tout. Je trouve que ça marche pas du tout. En plus, c'est quand même une assez drôle d'idée parce que c'est toujours la même chose, on chante pas même physiquement, tu vois ce que je veux dire, dans la façon dont on place la bouche et tout ça, de la même façon au théâtre et au cinéma. Bien sûr. Donc avoir cette intimité, c'est-à-dire le gros plan du cinéma face à un acteur qui doit donner de cette puissance vocale propre au théâtre, ça ne peut qu'en plus que faire un résultat un peu chelou, je sais pas. C'est un peu malaisant à regarder en fait. Bref. Alors après un film aussi qu'on adore détruire, il s'agit de Nine. Nine, donc film de Rob Marshall de, je sais plus, 2010. Ouais, je dirais quelque chose comme ça. Adapté d'une comédie musicale des années 80. Elle-même, adaptation musicale de 8,5 de Fellini. Ils sont passés de 8,5 à 9 entre les deux. Oui, faut bien arrondir. Ouais, Nine, j'ai un souvenir vraiment de vulgarité. Ah ouais. C'est vraiment le mot qui me vient au souvenir de ce film. Non, honnêtement, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Donc c'est l'histoire d'un cinéaste qui est en pleine crise artistique, il sait plus trop quoi faire, il doit écrire son prochain film mais il sait pas et tout ça. Oh le pauvre. Donc classique, et en plus autour de lui tournent des femmes qui le tourmentent, donc... Oh les bitches. Sa maîtresse, sa femme, sa muse, sa mère, son agent, je sais plus qui, plein de meufs qui le torturent, voilà, c'est vraiment ça, et du coup c'est des espèces de scénettes où chaque meuf vient le voir. Chacune éclairant par sa présence la destinée de notre protagoniste masculin, parce que à quoi ne peuvent-elles servir sinon être des adjuvants ou des instruments en fait au service de sa quête à lui. Tout à fait, c'est exactement ce que raconte Nine, et du coup ça ne m'intéresse pas. Et en plus chaque scénette, il y a quelques chansons plutôt jolies, je dis pas du tout que c'est une horreur, mais chaque scénette de chaque femme, quand même, la plupart sont un peu gratinées, quoi. Penelope Cruz en mode stripteaseuse, c'est... Y'a pas Nicole Kidman aussi? Si. Et Marion Cotillard aussi. Marion Cotillard fait la femme de Daniel Day-Lewis, et Nicole Kidman, ça doit être donc sa muse. Et Penelope Cruz, c'est sa maîtresse. Ah oui, il y a aussi un numéro assez vulgose de la prostituée, personnage de prostituée. Je sais pas comment ça Kate Hudson joue la journaliste, je me souviens quand même pas si mal. Et moi déjà je pense que j'aime pas beaucoup l'œuvre originale, mais en plus la manière dont c'était filmé, pourtant Rob Marshall, je dis pas que c'est un grand cinéaste, mais il a quand même réussi à faire des beaux films. Chicago c'était pas mal, Mary Poppins Returns on avait aimé, mais là il s'est planté quoi. C'était celui d'après Chicago, parce que moi je me souviens avoir beaucoup aimé Chicago quand il est sorti, et d'avoir été voir Nine excitée, contente parce que c'était une comédie musicale et que c'était le même réalisateur, mais alors là... Quelle ne fut pas ta déception. Et là moi je voulais juste rajouter en quelques mots Mamma Mia, pour célébrer le fait que, donc je l'ai déjà dit il me semble, que longtemps Mamma Mia, je l'ai classé au rang des catastrophes industrielles en termes de films, d'ailleurs film musical et non musical confondu, que je plaçais aux côtés d'un autre film de Hilda Lloyd, La Dame de Fer. C'était vraiment mes deux films détestés qui se trouvaient être les deux films d'une même réalisatrice. C'est J'ai rien contre elle, mais... bête noire. Et en fait, Mamma Mia, pour l'avoir revu 2 fois dans le cadre de l'écran pop, et je ne dis pas cela car l'écran pop est notre partenaire, je tiens à le préciser en toute objectivité. L'écran pop, projection karaoké de films musicaux. Et notamment donc de Mamma Mia. Ça m'a réconciliée avec ce film, parce que ce que j'ai compris, c'est que c'était sans doute au moins à 80% voulu, que ce soit autant ridicule, qu'il y avait quelque chose de camp, sans doute très assumé, ce côté vraiment over the top dans le côté ridicule, et que le film en est conscient, qu'il joue avec ça. J'avoue ne pas l'avoir compris, en fait, au début, et d'être tellement basique créature au premier degré que ça m'avait échappé, mais maintenant je me suis réconciliée avec Mamma Mia, donc je tenais à le dire à ce micro. Ça c'est beau. Comme quoi on peut changer d'avis sur des œuvres. Ensuite, Kenza nous demande sur Facebook quelle devrait être, selon nous, la prochaine grosse production à Paris. J'ai pas exactement compris si Kenza voulait savoir... Une recommandation. Voilà. Voulait savoir ce qu'on voulait voir à Paris, ou si elle voulait savoir... Notre prédiction. Voilà, ce qu'on pensait qui allait venir à Paris.
Évidemment, ça dépend des théâtres. Donc là, on a appris assez récemment que le théâtre du Châtelet réouvre, mais ne propose pas de nouvelles comédies musicales. Il propose simplement un retour d'un Américain à Paris. Donc déjà, petite déception pour les fans de comédie musicale parisiens. Ah bah oui, une programmation, on peut le dire, qui ressemble à rien. Enfin, en tout cas, qui annule totalement la spécificité qu'avait le Châtelet. Bon, après, on s'en doutait. Mais ce qui est assez étonnant, c'est d'avoir une programmation aussi semblable à celle du Théâtre de la Ville. Enfin, en tout cas, en termes de ligne éditoriale, c'est-à-dire une priorité donnée à la danse, plutôt à la danse contemporaine, si j'ai bien compris. Oui, donc la comédie musicale réduite à la portion congrue. Ouais. Donc il faut se contenter désormais pour, on va dire, les grandes œuvres classiques, etc., du Théâtre Marigny, ce qui est très bien, hein, mais qui n'est quand même pas la même chose. En termes de lieu. De lieu, oui, ouais. de volume, enfin de ce que ça peut accueillir en termes de production, et sans doute aussi de fréquence, parce que là je sais pas si c'était parce que c'était une réouverture, mais finalement il y a eu 2 grosses productions de comédie musicale, une petite. J'avais l'impression qu'ils pouvaient aisément en avoir plus au Châtelet. Ça pouvait aller jusqu'à 3-4 par... Il y en avait pas mal par an, ouais. On se souvient pas, c'est loin, mais je crois. Mais aussi parce que, il me semble, voilà, on peut même plus parler de l'époque du Châtelet, même tellement c'est loin de notre esprit, mais il me semble qu'ils accueillaient aussi des troupes internationales. Enfin, c'était pas que des spectacles produits et développés au Châtelet. Oui, les tout à trucs fait. comme Showboat, comme Les Misérables, je pense. C'est des trucs qui tournent. Oui, c'est des choses qui... C'était pas des créations. Voilà, c'est facile d'accueillir... Enfin, c'est facile. J'imagine qu'en termes logistiques, c'est relativement aisé d'accueillir une équipe pendant 1 mois et demi, puis après de passer à une autre production, ce que ne peut pas faire un théâtre qui produit lui-même son spectacle. Enfin, je dis ça, je m'y connais pas beaucoup en économie du spectacle vivant, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de si on peut accueillir ou non des productions étrangères d'envergure. Donc du coup, c'est pas du tout pour critiquer évidemment le Théâtre Marigny qui fait un très beau travail. Qu'est-ce que pourrait nous réserver le Théâtre Marigny dans les années prochaines, à ton avis ? Bah, moi j'aimerais bien, mais bon je leur fais confiance sur ce côté-là, c'est que ce soit pas un spectacle qu'on ait tous déjà vu. Ouais. Je pense que c'est pas de toute façon la lignée de Marigny de se concentrer sur des valeurs sûres, hein. Quand tu vois que Guys and Dolls, bon, c'est quand même évidemment une œuvre classique pour les Américains, mais pas du tout connue en France. Je sais pas si ça marche très bien, ceci dit, parce que j'ai eu quand même beaucoup de mails de relance de... D'accord. Ouais. Mais quoi quel est le grand classique qu'on n'aurait pas encore vu et qui mériterait d'être Mais on avait pensé à monté, Oklahoma. Ouais. Ça, pour le coup, les Rodgers and Hammerstein, il y en a eu un certain nombre au Châtelet. On a eu Carousel, The King and I, La Mélodie du Bonheur. Mais Oklahoma, je pense pas qu'il ait été joué en France. Hein. Non. Ça pourrait voir leur le coup. Mais c'est encore, pour le coup, très ambitieux, les décors. Oui, et c'est tout ça. Et est-ce que ça rentre à Marigny, Oklahoma? Enfin, en termes de... Non, c'est une vraie question. Ouais, je pense qu'en termes de classique, ça peut être un bon choix. Après, alors, on peut recommander à Jean-Luc Choplin, s'il veut à nouveau nous faire plaisir avec quelque chose de très dansé, à la façon de 42e rue. Il pourrait, par exemple, nous proposer Anything Goes, qui est quand même très très sympa, que je connais pas bien, j'avoue, mais de ce que j'en ai vu, c'était plutôt chouette. Je pense notamment au récent revival qui a eu lieu à Broadway avec Sutton Foster, qui était quand même très très chouette. On lui recommande également, s'il a plutôt envie de nous gratifier d'une autre comédie musicale avec des personnages féminins forts, s'il veut affirmer cette fameuse ligne féministe évoquée dans Guys and Dolls, on ne pourrait que lui recommander de monter avec une star, pourquoi pas Ria Jones, de monter Gypsy, qui... Elle serait tellement bien dans ce rôle, Ria Jones. Voilà, directrice de casting à nos heures perdues, nous conseillons de monter Gypsy avec Ria Jones, donc Jean-Luc Choplin, nous espérons que vous nous écoutez et que vous prenez note. Autre idée qu'on avait eue, pourquoi pas, si l'idée est de tabler aussi sur une œuvre qui a une certaine renommée du fait de son adaptation cinématographique, pourquoi pas monter Funny Girl? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Barbara est sans doute dispo. Bon, elle a peut-être plus trop la jure. Léa Michel est sans doute dispo. Voilà. Mais voilà, c'est des belles idées, ça. Donc voilà. Nous, on a des idées. Hein. Demandez-nous. Il suffit de nous demander et on est dispo. Alors, 06...
Bon, on sait pas vraiment, là c'est plus de l'ordre du vœu pieux que de la prédiction. Oui. Par contre, entre le moment où Kenza nous a posé la question et celui où nous enregistrons cette émission, nous avons appris que le prochain spectacle de Mogador sera Ghost. Un choix étrange, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, peut-être quelques mots sur... Donc Ghost, adaptation en comédie musicale du film culte des années 90. Choix qui me paraît quand même assez étrange, parce que la comédie musicale en tant que telle est absolument pas connue en France. Le film, certes il est connu, mais en vrai, les gens ont un peu oublié ce film. C'est un film culte, mais c'est pas non plus Dirty Dancing. Ouais, j'arrive pas à savoir combien il est culte. Parce qu'un choix comme ça, c'est tu tables évidemment sur les fans du film. Parce que là, c'est typiquement, les gens, ils vont se dire, ah bon, ils ont adapté Ghost en comédie musicale. Enfin, personne ne sait que Ghost était déjà une comédie musicale. Et je pense que les réactions dans le métro, parce qu'il y a de l'affichage dans le métro en ce moment, ça doit être en mode, ils font vraiment des comédies musicales de tout et n'importe quoi. Moi, c'est ce que je me dis, donc en fait, je suis pas persuadée que ça soit quelque chose qui va faire venir un public, genre juste sur le nom d'un film dont les gens se souviennent vaguement parce qu'il y avait une scène de poterie avec Patrick Swayze, quoi. Enfin, j'arrive pas trop à comprendre. Après, je pense que la comédie musicale n'est pas mauvaise du tout et qu'il y a des bonnes chansons, etc. Mais de là en faire le grand spectacle du Mogador de l'année prochaine... C'est un peu étonnant en plus en termes de programmation. Bon, outre évidemment le Fantôme de l'Opéra qui s'est pas fait, il y avait quand même une espèce de régularité sur des choses très très identifiées comme des comédies musicales, des trucs méga connus. Enfin, entre Grease et Chicago, on était sur de la valeur sûre bétonnée à 110%. Là, si Ghost, c'est pour, entre guillemets, prendre un risque, j'aurais aimé un risque artistique un petit peu plus ambitieux, mais bon. Ouais, je trouve aussi. Après, on connaît pas l'œuvre, mais on n'aime pas, parce qu'on aime bien parler sans connaître. Oui, non, mais c'est très autant, parce qu'avant l'annonce de Ghost, il y avait des gens qui essayaient de faire des pronostics, machin, absolument personne ne pensait à Ghost, hein. Les gens pensaient à Aladdin, plutôt des Disney, pas mal de Disney, Aladdin, éventuellement Mary Poppins, je me souviens plus quelles étaient les prévisions, mais... Anastasia aussi. Évoqué. C'est vrai. Je pense que les gens pensaient plutôt à des spectacles familiaux. Après, peut-être que c'est un choix du Mogador, de pas se positionner sur le créneau de spectacles familiaux, qui est quand même pas mal rempli à Paris, enfin, c'est ça aussi. C'est vrai, mais là, quand même, avec des grands noms comme Anastasia ou comme des films Disney, c'est quand même... Ouais, je sais pas, mais encore une fois, là, on connaît pas l'économie du Mogador, donc on en parle. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un modèle qui va beaucoup aller chercher du côté des CE, du côté des groupes, voire des scolaires. Moi, j'ai vu Chicago avec des scolaires. D'accord. Et donc, les spectacles pour enfants, c'est peut-être pas ce que tu vends à ce genre de public. C'est bien vu. Mais j'en sais rien, encore une fois, mais bon. C'est une bonne hypothèse. Et enfin, dernière question, et pas des moindres, c'est notre amie Pauline qui nous la pose. Pauline, vous la connaissez, elle a été invitée à 2 reprises dans l'émission, puisqu'elle était... Un pilier de All That Jazz. Exactement, puisqu'elle était là pour nos épisodes sur Chantons sous la pluie et sur Judy Garland. Elle nous demande sur Facebook, ce serait quoi votre casting de comédie musicale idéal ? Entre parenthèses, acteur-actrice, vivant, only. Ça, c'est dur, puisqu'autrement, on aurait cassé Judy Garland dans tous les rôles. À peu près. Le problème, si je puis me permettre, avec ta question, Pauline, c'est que tu nous as pas dit si on devait inventer un spectacle avec nos interprètes ou si on devait caster une comédie musicale précise existante. Tout à l'heure, j'ai proposé Gypsy avec Rhea Jones, par exemple, en termes de casting. Mais pour répondre à cette question, moi, j'avais plutôt réfléchi à toutes les interprètes que je mettrais bien dans une comédie musicale qui coûterait à peu près 1000 milliards de dollars. Environ. Et qui aurait pratiquement que des rôles féminins. Donc, c'est quand même une gageure. Je ne sais pas si cette œuvre existe. Allez, on s'y met à l'écriture tout de suite. Là. Et en plus, avec plusieurs personnes au type redondant en termes de type de rôle, tu vois. Par exemple, donc j'avais pensé déjà, parce que Crazy Ex-Girlfriend est maintenant fini et que notre vie a plus trop de sens. Vous l'avez pas entendu depuis le début, j'espère, mais on a quand même un énorme vide dans nos vies. Ouais, dans nos cœurs, il y a un trou en forme de Crazy Ex-Girlfriend. Donc pour remédier à ça, j'avais pensé caster dans ma comédie musicale Donalyn Champlin et Rachel Bloom, donc qui sont deux des interprètes principales de la série, tout simplement parce qu'elles sont formidables et qu'elles chantent divinement bien,
qu'elles sont très drôles, voilà. Qu'elles peuvent jouer pas mal de choses, je pense. Mais alors moi, ce que j'aimerais dans ma comédie musicale, c'est d'un peu contre-caster les gens. Tu vois, donner leur chance de faire d'autres choses que ce pourquoi elles seraient habituellement castées. Bah Donc, je pensais également à Rebel Wilson, parce que Pitch Perfect, parce que elle est terriblement drôle, mais que j'aimerais la voir dans un autre registre. Là, Rebel Wilson, je m'engage, Rebel, si tu nous écoutes encore, je ne te casterai pas dans le rôle de la grosse rigolote. Et Ça, c'est tu bien. n'auras aucun numéro scatologique à faire. Donc voilà. Aussi pour voir si tu peux faire autre chose, mais j'en suis assez convaincue. Oui. Mais j'aimerais le voir de mes yeux de réalisatrice. Donc c'est un film, là c'est pas une pièce. Oui, non, je pense que c'est un film, parce que le cinéma, c'est quand même la vie. Et que je sais pas si j'aurais le courage d'être là 8 jours par semaine. C'est vrai. Ça, c'est Au moins un film, bon c'est long C'est à fait. tourner, mais une fois que c'est fait, c'est fait, tu vois, tu passes à autre chose. Ensuite, je mettrai aussi Lady Gaga. Parce que Lady Gaga, je l'aime. On sait qu'elle sait chanter, on sait qu'elle sait jouer. Tout à fait. Qu'elle sait jouer, donc voilà, hein, Lady Gaga, c'est avec moi que tu auras ton Oscar. Ne t'inquiète pas. Ça Ensuite, en guest, je pensais faire appel. Au début, j'aurais dit au choix, mais je pense qu'il faut qu'elles soient là toutes les trois. Donc à Liza, à Barbara et à Angela Lansbury, parce que pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Ah oui, non, là c'est... Elles arrivent toutes les trois ensemble, elles peuvent être un groupe Un de trio. 3 copines. Ouais, powerful trio de divas de la comédie musicale. Enfin, je pense qu'il y a forcément quelque chose à faire. Et que c'est facile à les avoir les trois, tu vois. Je pense qu'en termes de tournage, ça pose aucun problème. Au moins, je pense que les gens dans la salle en pourraient plus, là. Il y aura peut-être un peu de perte au niveau des spectateurs. Un taux de crise cardiaque, d'émotion qui est à envisager. Et enfin, pour quand même mettre quelques hommes dans ce casting... Ça peut servir. Ça peut servir pour tenir un décor, pour faire le ménage, et ça peut servir. Du coup, je pensais à Joel Grey en termes de guest aussi. Ah bah ouais. Voilà. Il peut arriver avec les 3 autres. Hein. Il peut arriver avec les 3 autres, mais je ne lui donnerai pas une place préponderante. Elles ne seront pas ce qui va éclairer sa quête personnelle non, à lui. Ça non. Voilà. Mais il peut faire un quatuor. Ouais, carrément. Et plus peut-être pour des rôles moins guest, plus lead, je pensais à 2 interprètes que j'ai découverts dans Smash avant de comprendre qu'ils étaient des vétérans de la comédie musicale sur scène. Je pense à Leslie Odom Jr., donc qui jouait dans Smash le meilleur ami de l'héroïne Ivy. Ouais, Sam, il s'appelait, je crois, dedans. C'était un personnage un peu sous-utilisé, je trouve, dans Smash. Ah oui, qui était complètement le stéréotype du meilleur ami gay, quoi. Mm. Mais qui avait quand même 1 ou 2 beaux numéros. Il y a un numéro de danse, là, qui était plutôt chouette. Je crois son seul solo, pour le coup. Mais après, donc, on l'a surtout vu dans Hamilton. Tout à fait. Où il crée le rôle de Burr. Donc, ouais. Voilà, lui, je l'aime bien. Et également, Christian Borle, qui donc joue aussi dans Smash, le rôle de compositeur. Donc là encore, qui nous joue dans Smash un gros stéréotype de compositeur gay. Qui d'ailleurs sort avec le personnage de Leslie Odom Jr. Ouais. Et voilà, lui entre-temps, je l'ai vu dans Something Rotten sur scène. Ah, tu l'as vu sur scène? Ouais. Cool. Ouais, des fois les titulaires sont là quand je suis là, mais c'est très rare, mais ça arrivait une fois, je pense, à cette occasion. Et voilà, du coup, on a bien sympathisé. Enfin, moi, je l'ai vu. Et donc, voilà, je propose de lui offrir un rôle dans mon film à 1000 milliards de dollars. Très bien. Qui s'intitulera sans doute The Fanny Show. Parce que c'est un bon nom. Et toi, Anna? Très bien. Alors moi... De façon un peu plus réaliste. Moi, je m'étais donné une contrainte. C'était que j'avais envie de caster des comédiens qui sont pas spécialement des comédiens de comédie musicale. Ah ouais, tu aimes la difficulté. Ou pas, parce que justement, du coup, ça a éliminé tout un tas de gens, et je cherchais plus précisément, je sais pas. J'ai pensé, même s'il a un petit peu un rapport avec la comédie musicale, mais quand même, c'est pas sa spécialité, je pensais à Channing Tatum, que j'aime vraiment beaucoup, donc, dont on sait qu'il danse très bien, puisqu'il était
notamment dans le premier Step Up, qu'on a vu dans un numéro absolument mémorable dans le film des frères Cohen, Ave César, le numéro No Dames, où il est absolument exceptionnel en simili Gene Kelly sur un numéro qui fait penser un peu à On the Town, mais en version encore plus crypto-gay, parce qu'ils chantent No Dames, ils sont pas contents parce qu'ils vont partir en mer, du coup ils vont plus voir de femmes, mais en vrai ils sont quand même un peu contents. Rapidement on comprend qu'ils sont pas contents. Et donc numéro absolument exceptionnel où on voit qu'ils chantent bien et qu'ils dansent très très bien des claquettes. Donc je serais très très curieuse de le voir dans un film, vraiment une comédie musicale quoi. Autre personne à qui j'ai pensé bizarrement, c'est Lupita Nyong'o. Donc c'est une comédienne qui a une super carrière en ce moment, qu'on a vu dans Black Panther et que j'ai vu récemment dans le film d'horreur Us. Et ça m'a fait penser à ça parce qu'il y a vers la fin une scène presque de danse. Elle danse avec elle-même parce qu'en fait il y a des histoires de doubles dans Us. C'est chorégraphié, enfin c'est assez intéressant. Du coup je me suis dit, elle a une très belle présence cette femme et tout. Et je pense que, si ça se trouve elle chante comme une casserole, je sais rien. Mais elle a une très belle présence, je me dis j'ai envie de voir ce qu'elle pourrait donner. Et une autre comédienne à laquelle j'ai pensé, c'est Greta Gerwig, superbe comédienne que j'aime beaucoup, qui elle pour le coup on sait qu'elle danse très bien, elle est même danseuse en fait de formation à l'origine. On l'a vue dans un numéro de comédie musicale dans le film Damsels in Distress de Whit Stillman, qui date de 2011, où dans ce film il y a un numéro qui est un hommage à Fred Astaire et Ginger Rogers, le numéro Damsels in Distress je crois. Donc Greta Gerwig à fond pour qu'elle soit dans une comédie musicale un de ces jours. Et ensuite je me suis dit tiens, si j'allais chercher aussi du côté des comédiens français, parce que pourquoi pas. Parce que voilà, moi j'aimerais réaliser des films musicaux et donc réalistement peut-être que j'aurais plutôt accès à des comédiens français qu'à Channing Tatum. On sait jamais. On sait jamais, mais voilà, du coup j'aime bien me projeter aussi dans ça. Et donc j'ai pensé à un comédien qu'on aime tous les deux avec Fanny, qui est Vincent Lacoste. Je suis sûre qu'il serait d'accord. Alors déjà. ça c'est sûr. On m'a dit qu'il était super bosseur et tout, donc s'il n'est pas spécialiste en chant et en danse, il pourra s'entraîner. Je suis sûre qu'il serait trop bien. J'aime beaucoup son côté un peu nonchalant, il est très touchant, il est à la fois drôle et il peut être très très émouvant. Et moi je crois à ce mec. Et j'ai pensé aussi à une autre comédienne qui s'appelle Vimala Ponce, qu'on a vu dans des films comme La fille du 14 juillet, La loi de la jungle, donc des comédies un peu décalées, et aussi dans Les garçons sauvages, qui est aussi un film très décalé mais qui n'est pas vraiment une comédie, pas du tout même. Et qui, elle, est, je crois, acrobate de formation. Elle fait des spectacles d'acrobatie et tout ça, donc curieuse de voir ce qu'elle pourrait donner dans des numéros dansés. Un numéro excentrique, peut-être. Exactement, mais oui, une danseuse excentrique, quelle excellente idée. Voilà les quelques idées que j'avais eues. Merci Pauline pour cette question. Merci Anna, j'ai hâte de voir ce film. C'est parti, on part en prod là. Eh bien, nous arrivons donc au bout des questions que vous nous avez posées. D'ailleurs, nous vous en remercions de ces questions. N'hésitez pas à réagir à nos réponses. Nous sommes là pour engager le débat. Mais oui, avec grand plaisir, on adore discuter avec vous. On remercie nos partenaires, Tony Comédie et l'Écran Pop. Merci. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt. Salut.